Comme vous savez tous, la prise en charge de la douleur, c'est prise en charge globale et prise en charge non pharmacologique et pharmacologique. Nous repassons en accueillant le professeur Bruno Palissat sur les approches non pharmacologiques. Merci. Merci. Je parle un quart d'heure, c'est ça? Non, c'est plus. Ah bon? C'est une demi-heure au départ. Alors très bien. Très bien. Peut-être qu'il faut rattraper un peu le retard. Là. Ok, vous me dites. Je me chronomètre de toute façon. 25 minutes, 20-25 minutes. Ça marche. 20 minutes si vous avez des questions. Ça marche. Alors, merci de m'avoir proposé de venir vous parler. On m'a demandé de vous parler des médecines complémentaires et douleurs, état des lieux. C'est très ambitieux, d'autant plus que je ne suis pas spécialiste de la douleur, je suis pédopsychiatre, mais je m'occupe d'un laboratoire de recherche INSERM et depuis 10 ans, nous travaillons pour la Direction générale de la santé pour évaluer des soins que la DGS appelle non conventionnels. Alors, dans l'ordre, on a fait la mésothérapie à visée thérapeutique, à visée esthétique, la biologie totale des êtres vivants, la chiropratie, l'ostéopathie, l'auriculothérapie, le jeûne à visée préventive et thérapeutique, l'acupuncture, l'hypnose, le traitement proprioceptif de la dyslexie, la kinésiologie, la myoténofasciotomie, l'éthiopathie et la cryothérapie. Voilà. Alors, et donc, l'état des lieux de ça. Alors, tout le temps, on demande, mais alors, est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Et bien sûr, on ne peut pas répondre à cette question. Il faut le dire tout de suite. Imaginez le nombre d'essais thérapeutiques randomisés qui ont été faits sur le paracétamol. Et moi, je vous pose la question, vous qui êtes spécialiste, est-ce que vous êtes complètement à l'aise pour savoir dans quelle pathologie, chez quel patient, le paracétamol est vraiment efficace? Donc, la question de l'efficacité, on la garde pour la conclusion, parce que bien sûr, c'est la question essentielle pour un clinicien. Mais du coup, comme elle est compliquée, on la garde pour la conclusion. Alors, état des lieux. Si on prend vraiment du recul, dans quelle pathologie à la louche toutes ces médecines complémentaires sont proposées? Eh bien, en général, c'est pour des troubles fonctionnels, des troubles musculo-squelettiques, et donc des troubles dans lesquels, effectivement, la douleur est au premier plan. Alors, parfois explicitement, comme dans l'hypnose, et parfois implicitement, parce qu'aussi une caractéristique de ces médecines complémentaires, c'est que pour beaucoup d'entre elles, elles sortent de la nosographie classique. L'indication de la thérapeutique ne va pas être sur des symptômes ou sur des maladies, mais sur autre chose. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on regarde de loin aussi, c'est qu'il y a peu d'études. Voilà. Il y a peu d'études et ça se comprend bien. Alors, peu d'études à part l'acupuncture, où il y a énormément d'études. Pourquoi il y a peu d'études et il y en a beaucoup dans l'acupuncture? À cause de questions d'argent. D'ailleurs, j'ai oublié de donner mes conflits d'intérêts. Je n'ai pas de conflit d'intérêt d'aucune façon avec les médecines complémentaires. J'ai des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique classique. Donc, il y a des questions d'argent. Vous savez que pour faire des études, ça coûte très cher. Le budget d'un essai randomisé, ça peut aller jusqu'à 200 millions d'euros, une étude, une indication, dans les nouveaux anticoagulants oraux. Et c'est au moins 500 000 euros, un essai randomisé. Un petit essai randomisé fait au PHRC, c'est 500 000 euros. Et un essai de firme moyen, ça peut faire 5 à 10 millions d'euros. Donc vous imaginez évaluer l'auriculothérapie, où voulez-vous trouver 3 ou 4 millions d'euros pour faire une étude qui tienne bien la route? Donc du coup, on a peu d'études et les études en général sont de qualité médiocre et il ne faut pas tellement s'en étonner puisque bien sûr que les firmes pharmaceutiques peuvent payer pour faire des études parce qu'après elles retrouvent leur argent dans les bénéfices sur les médicaments, mais on ne peut pas demander aux auriculothérapeutes de dépenser de l'argent pour évaluer leurs soins. Donc peu d'études. Deuxième point, il faut être honnête, quand ça marche pas bien, ça marche pas très bien. En particulier quand on compare à un placebo. Et là, on va revenir aussi sur cette question, est-ce que c'est légitime de comparer à un placebo? Et c'est une question bien plus compliquée que ce qu'on pourrait penser. Donc ça ne marche pas beaucoup mieux qu'un placebo, avec une exception notable, l'hypnose, qui vous intéresse à vous. Comme vous le savez, l'hypnose en préopératoire, il y a des essais randomisés, répliqués, avec des tailles d'effet qui ne sont pas négligeables, et c'est plutôt l'exception.
Donc ça, c'est une vision un peu scientifique, froide, et puis j'enfonce le clou, quand même quelque chose qui marque aussi quand on voit comment fonctionnent les médecines complémentaires ou alternatives, c'est qu'elles reposent en grande partie sur une pensée magique. Alors, regardez l'homéopathie, qui est quand même emblématique de ce côté-là, diluée à 10 puissance moins 30, en mettant dedans un principe actif que l'on sort le soir d'une pleine lune, etc. Bon, c'est pas pour des gens qui sont scientifiques et tous les médecins sont formés à la science, c'est quand même très choquant. Beaucoup de ces médecines alternatives reposent sur une pensée magique. C'est pas péjoratif de dire ça, c'est juste un peu la réalité. Par exemple, beaucoup utilisent la notion d'énergie. La médecine ayurvédique, même l'ostéopathie, on s'intéresse à l'énergie du patient, mais pour un physicien, l'énergie, ça veut dire quelque chose. Et donc, on a envie de se dire, mais elle est où l'énergie? C'est quelle énergie? De la même façon, l'acupuncture, il y a des méridiens, mais les méridiens, ils sont où? Est-ce qu'on peut vraiment les voir? Et vous savez qu'en fait, que les essais randomisés dans l'acupuncture, quand on plante sur les méridiens ou quand on plante à côté, ben, en général, et même c'est bien plus qu'en général, c'est quasiment tout le temps, il n'y a pas de différence d'efficacité. Donc les méridiens, encore une fois, vu de loin, c'est un peu de la pensée magique. Bon, alors ça c'était un peu je fais le critique un peu facile des médecines alternatives. Il y a quand même quelque chose qu'on constate quand on s'intéresse à ces médecines alternatives, c'est que beaucoup de cliniciens, beaucoup de médecins qui pratiquent ces médecines, eh ben, sont de bons médecins. C'est-à-dire en ce sens que eh ben, ils font de véritables entretiens cliniques avec leurs patients. Et du coup, ben, ça interroge. Et c'est là-dessus que je voudrais rentrer un peu dans le détail. C'est qu'en fait, quand on dit tout ça des médecines alternatives, je pense qu'on ne dit pas l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est que nos patients vont voir ces médecines alternatives. Et donc, si ça ne marche pas, si c'est de la pensée magique, si c'est mal évalué, si les patients vont les voir, on peut dire que les patients ne comprennent rien, mais on peut dire aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui nous échappe. Alors, moi je pense qu'il y a deux choses qui nous échappent. La première, c'est que, effectivement, ces médecines alternatives reposent sur une pratique clinique différente et peut-être que nos patients y trouvent leur compte. Et le deuxième point, c'est que, eh bien, effectivement, ces médecines alternatives ont recours à la pensée magique, et bien peut-être que nos patients y trouvent leur compte aussi. Alors, regardons, premier point, la pratique clinique. C'est vrai que, alors bien sûr, ils font payer plus cher, hein, bien sûr. C'est-à-dire que les consultations durent plus longtemps, mais elles coûtent plus cher. Donc quand ça coûte plus cher, on peut prendre le temps de parler. C'est ce que disent beaucoup de collègues généralistes. Hein. Ils disent, oui, bien sûr, nous aussi, on pourrait faire comme ça. Oui, d'accord. Mais quand même, regardons, là aussi, en prenant du recul, comment on conceptualise la pratique clinique en ce bon début du XXIe siècle. Il y a un peu deux façons de voir les choses. La première, c'est le médecin cherche des symptômes. À partir des symptômes, il trouve la maladie. À partir de la maladie, il trouve la cause de la maladie. Et à partir de la cause, il va trouver un médicament qui agit sur la cause et donc il va guérir le patient. Par exemple, dans les maladies bactériennes. Donc on est dans une pensée bernardienne, mécanistique. Et parfois, on fait ça. Mais pas toujours. Il y a aussi une autre approche qui est on cherche des symptômes, on construit un syndrome et pas une maladie, parce qu'en fait, la cause, souvent, on ne la connaît pas. Et puis, en fait, il faut être honnête, contrairement à ce que pensent beaucoup de patients et de journalistes, bien souvent, on ne soigne pas les maladies en traitant la cause. Un cancer du poumon, c'est dû au tabac, mais une fois qu'on sait ça, ça ne sert à rien pour soigner le cancer du poumon. Et en fait, plein de maladies sont comme ça. Donc, on a des symptômes, on a un syndrome, et on sait que statistiquement, le syndrome est associé à un traitement privilégié. C'est l'evidence-based medicine. Et comment sont ces traitements? Bien souvent, ils sont médicamenteux, donc industriels. Et donc, en fait,
si on regarde les choses de près, eh bien, la pratique clinique aujourd'hui, c'est rechercher des symptômes. Et donc, le symptôme, en fait, c'est un ensemble de signifiants qu'on colle sur un patient. Des signifiants, c'est-à-dire c'est des mots qui sont en plus des mots médicaux. Céphalée. C'est comme ça des étiquettes qu'on pose sur le patient. Et puis, à partir de ces étiquettes, eh bien, on va trouver un médicament qui est un médicament industriel. Et donc, or, céphalée, c'est aussi un mot industriel. La céphalée de Madame Martin ou de Madame Dupont, c'est une céphalée. C'est donc la même chose. Et à force de penser tout le temps comme ça, eh bien, il y a une disparition du sujet. Il y a une disparition du patient en tant que sujet, et d'ailleurs, ils nous le disent assez souvent. Il y a une disparition du médecin en tant que sujet. C'est absolument incroyable de voir que sur les centaines d'essais randomisés qui sont publiés tous les mois, je n'en ai quasiment jamais vu un seul où on a recherché l'interaction entre les caractéristiques du clinicien et le médicament sur son efficacité. Parce que, bien entendu, comme vous le savez, tous les médecins n'ont pas la même efficacité quand ils prescrivent un médicament. Tout le monde le sait. Et pourtant, personne ne le cherche. Donc, perte de singularité au niveau du patient, au niveau du médecin, au niveau du traitement. Alors, bien sûr, vous me direz, de toute façon, c'est pas grave, ça marche comme ça. Hein. Ben oui, mais sauf qu'en fait, alors d'abord, il y a deux choses. La première, c'est que, en réalité, quand on fait de la clinique, on ne fait pas ça. Ce que je vous ai dit là, c'est ce qu'on apprend à la faculté de médecine. Mais en réalité, ce qu'on fait, ou du moins c'est ce qui a marqué dans les livres, ce qu'on fait, c'est pas ça. Parce qu'en fait, quand on dit que le médecin cherche des symptômes et qu'à partir des symptômes, il va trouver un syndrome ou une maladie, mais en fait, vous le savez, on ne trouve on ne trouve que les symptômes que l'on a cherchés. Et donc, en fait, c'est plus compliqué. En fait, le patient arrive, il a une plainte, on a une impression, on va poser des questions, on va faire un examen clinique, et il a beau être complet en théorie, il n'est jamais complet, puisqu'on va chercher plutôt tel signe que tel autre signe. Donc, en fait, il y a un échange qui se passe entre le patient et le médecin. Le médecin s'occupe du corps du patient en le touchant, en l'examinant. Et puis il l'interroge sur sa vie, est-ce qu'il y a un chat à la maison, est-ce qu'il est marié, qu'est-ce qu'il mange, etc. Et à partir de ça, effectivement, l'enquête sémiologique va se construire et on va trouver une maladie, un syndrome, et on va traiter. Alors vous me direz, oui d'accord, mais ça c'est juste ce qu'on fait, c'est de la pratique, mais en fait le principe est le même. Eh bien non, en fait, il y a quelque chose de très important là-dedans. C'est que vous avez oublié peut-être la dernière fois que vous avez été malade sans être médecin, ou sans être infirmier ou infirmière, puisque c'est exactement la même situation. Vous savez que vous avez un cœur, des poumons, un côlon, un grêle, etc. Et si vous avez mangé un staphylocoque et que vous avez très mal au ventre en pleine nuit, ça fait très mal, mais vous savez que ce sont des crampes de votre tube digestif. Alors même si, en fait, c'est vous, mais vous n'avez jamais vu l'extérieur de votre tube digestif. Peut-être que vous avez vu l'intérieur, vous avez eu une vidéo de votre coloscopie, mais vous n'avez jamais vu la paroi de votre côlon. Vous n'avez jamais vu votre rein, vous n'avez jamais vu votre cœur. C'est vous, vous ne l'avez jamais vu. Mais vous le savez. Mais imaginez un patient, il sait en principe qu'on a un rein, qu'on a un cœur, mais en fait, c'est complètement abstrait. Le jour, lui, où il a mangé un staphylocoque et qu'il a mal au ventre, horriblement mal au ventre, il se passe une espèce de moment psychotique. C'est-à-dire que tout d'un coup, d'abord, il a mal. Et donc, il est quasiment plus un sujet pensant, parce que vous savez que quand on a très mal, on a du mal à penser. Mais en plus, il a mal, quelque chose dans son corps, c'est quelque chose dans son corps qui lui fait mal, et il ne sait pas quoi alors que c'est lui. Et ça rend un peu psychotique au sens où on ne sait plus ce que c'est que nous. On ne sait plus ce que c'est que nous, puisque le nous, il n'est plus en train de penser parce qu'il a mal. Et en plus, le nous, c'est quelque chose qui a mal, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est, et pourtant, c'est nous. Mais c'est exactement ça qui se passe. C'est exactement ça qui se passe. Et le médecin, en examinant son patient,
en lui demandant ce qui se passe. Et d'ailleurs, vous avez vu, quand un patient va mal, pour lui, c'est au moins aussi important d'aller bien que de savoir pourquoi il va mal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ça? Et s'il pose cette question, c'est parce qu'il a besoin de se reconstruire en tant que sujet. Et l'entretien clinique, l'examen clinique, permet au patient de voir qu'il y a quelqu'un qui est en train de le reconstruire. En examinant un patient, en le touchant, vous lui faites comprendre que son corps est là et que son corps participe à sa souffrance, mais que c'est lui. En lui posant des questions, vous lui faites comprendre que sa trajectoire de vie, ce qu'il est en tant que sujet, eh bien c'est lui et que tout ça, c'est dans un tout et c'est dans ce tout qu'il y a sa maladie. Donc l'entretien clinique, l'examen clinique est thérapeutique. En particulier pour la prise en charge de la douleur, pour la prise en charge de la composante émotionnelle de la douleur. Et ce n'est pas à vous que je vais dire que la prise en charge de la composante émotionnelle de la douleur n'est pas négligeable. Donc, ce qui est drôle, c'est que ce que je viens de vous dire là, l'entretien clinique, l'examen clinique, c'est important, ça soigne le patient. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est en train de disparaître. Tout le monde, il y a même des articles dans le New England Journal of Medicine disant qu'il y a plus, que les jeunes ne savent plus examiner les patients, etc., etc. Mais le pire, c'est que c'est même revendiqué quelque part. Ça prend trop de temps. Et puis, de toute façon, à quoi ça sert de poser un stéthoscope si on a un échographe, c'est quand même plus précis. Et puis, de toute façon, parler, ça prend du temps. Si ça prend du temps, ça coûte cher. Et j'ai même eu des jeunes collègues psychiatres qui m'ont dit « Mais non, mais c'est plus à nous à parler aux patients, c'est aux travailleurs sociaux. Nous, on est là pour faire les IRM fonctionnels et puis pour donner la psychopharmacologie qui va avec. » Ce n'étaient pas des pédopsychiatres. Donc, on est dans un moment où, effectivement, pour plein de raisons, l'examen clinique, l'entretien clinique perd de son importance dans le champ de la médecine. Et puis, en parallèle, la technique médicale, l'imagerie, les recommandations, les statistiques prennent de plus en plus de place dans la pratique du médecin. Alors là aussi, certains collègues vont dire, oui, mais de toute façon, ça marche. C'est-à-dire, depuis qu'on fait ça, globalement, les gens sont mieux soignés. Alors peut-être, mais les patients sont moins contents. Parce que les patients ont besoin de se reconstruire quand ils sont mal. Et vous voyez où je veux en venir, les médecins qui s'occupent de médecine alternative, eux, ils continuent à faire ça. Et donc les patients vont les voir. Un petit mot rapide à propos de la magie. Alors, quand on est malade, gravement, quand on approche de la fin de sa vie, quand on est un être humain, on ouvre la porte de l'irrationnel. C'est comme ça. Le président Mitterrand, vous vous souvenez, à la fin de sa vie, il était fasciné par les pyramides égyptiennes et il se demandait, etc., qu'est-ce qui pouvait se passer après la mort, et puis les forces cosmiques, etc. J'ai même vu un collègue très scientifique, super connu, cancérologue, qui, 10 ans après sa retraite, est parti en Inde et est revenu super fan de médecine ayurvédique, alors que toute sa vie, il était complètement carré sur les statistiques, la biologie moléculaire, etc. Donc voilà, quand on va mourir, alors pourquoi il y a cet irrationnel quand on devient très malade et qu'on sent que la mort approche? Parce que, vraisemblablement, un être humain ne peut pas penser qu'un jour il ne va pas exister. C'est cognitivement impossible. Vous pouvez essayer, vous pouvez le conceptualiser, mais vous ne pouvez pas vous imaginer ne pas exister. C'est quelque chose qui est un paradoxe logique. Et donc, du coup, comme on ne peut pas le penser, il y a un mécanisme de défense qui imagine des choses où on va quand même exister. Et d'ailleurs, la plupart des religions font leur fonds de commerce sur l'existence d'une vie après la mort. Et donc, voilà, c'est humain. On a besoin de penser quelque chose pour échapper à l'inexistence qui correspond à la mort. C'est comme ça. Et donc, nos patients sont comme ça. Le problème, c'est que quand ils viennent nous voir, ils savent très bien que s'ils vont commencer à nous raconter leurs histoires irrationnelles, qu'on va leur dire «
Mais Monsieur Martin, vous racontez n'importe quoi. En fait, c'est pas vrai. Il y a ce que vous me dites là. Il y a pas des ondes qui vont vous permettre de guérir votre tumeur. C'est juste votre tumeur, c'est cellules cancéreuses et il faut prendre une chimiothérapie pour tuer les cellules cancéreuses. Si c'est pas la lune qui va vous permettre de guérir, ça n'a aucun sens. C'est pas scientifique. Voilà. Et donc, c'est vrai que nous avons tendance à un peu bouter l'irrationnel de nos patients de façon un peu brutale. Et bien, que vont faire les patients? Eh bien, ils vont voir des interlocuteurs qui vont leur parler de magie. Parce que comme ça, ils vont se sentir bien. Alors, j'en arrive à la conclusion. Finalement, alors, ces médecines alternatives, à quoi elles servent? Elles sont efficaces? Quel est leur intérêt? D'abord, efficace, là aussi, il faut qu'on soit clair nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un soin efficace? On n'est pas tous d'accord là-dessus. Il y a plusieurs efficacités. Il y a l'efficacité théorique biologique. Le Lasix a une efficacité, on connaît le principe, c'est pas comme le paracétamol. Le Lasix, on voit comment ça marche. Et on dit que c'est efficace. Personne ne va dire que le Lasix, dans l'œdème aigu du poumon, ça ne marche pas. Ça marche, pourtant, aucune étude randomisée n'a montré que ça marchait. Mais parce qu'on sait comment ça marche, on l'a déjà vu, donc on dit que ça marche. Alors bien sûr, les médecines alternatives, comme elles reposent un peu sur de la pensée magique, du coup, là, l'efficacité théorique biologique, c'est pas le truc. Globalement, on pourrait parler de la cryothérapie dans la discussion si vous voulez, c'est un cas particulier très intéressant. Après, il y a l'efficacité statistique. Ben, l'efficacité statistique, on va comparer à quoi? Si on compare à un placebo, en fait, le placebo est le vecteur de la relation médecin-malade. Si les médecines alternatives, c'est avant tout rencontrer l'irrationalité du sujet et retrouver et agir sur la souffrance et la maladie de l'individu à travers un examen clinique et un entretien, bien sûr que c'est pareil qu'un placebo. Sauf que placebo, ça ne veut rien dire. On est bien d'accord. Le placebo, c'est un outil conceptuel pharmacologique pour voir si un médicament en particulier a une efficacité intrinsèque. Mais le placebo, c'est le fait que quelque chose qui est en dehors du continu de la pilule marche. Donc ça, c'est la statistique. Alors après, il y a l'efficacité clinique, c'est-à-dire il y a des patients qui ont une maladie qu'on connaît, ils vont mal, on n'arrive pas à la soigner, et puis tout d'un coup, quelqu'un arrive, il guérit le patient. Ça s'appelle être efficace cliniquement. Et vous avez tous eu des patients qui ont été guéris par des soins alternatifs. Moi, ça m'est arrivé. J'avais un patient en coprétique. C'est très difficile à soigner. Il revient en consultation pour autre chose. J'ai l'encoprésie, c'est réglé. Alors je dis, ah bon, comment vous avez fait? On a été voir un rebouteux une fois. Le patient est guéri. Chapeau. Et puis il y a l'efficacité de réputation. On dit que ça marche. Alors nos patients, ils sont très friands de ça, mais nous aussi en fait. Dès qu'on ne sait plus s'occuper d'un patient, on va discuter avec les collègues, on se demande, finalement tu fais quoi? En général, on fait ça. Voilà. Donc en pratique, les médecines alternatives, aujourd'hui on a un problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour les évaluer, donc on raconte n'importe quoi. Donc il faut les évaluer comme il faut, c'est-à-dire avec des approches qualitatives aussi, et des approches quantitatives, et pas forcément un comparé à un placebo, parce que ça n'a pas tellement de sens. Et puis ces médecines alternatives, j'ai envie de dire, elles nous invitent à repenser notre pratique clinique, et nous avons beaucoup à y gagner. Merci. Merci. Alors, on a pris beaucoup de retard. Normalement, c'est le retour de la pause, là. Donc, peut-être 3 questions, malheureusement. Et ensuite, on fait quoi? 10 minutes de pause? Ou on saute la pause? Non. Il y a la... On est dans les temps. Alors... Donc, cette présentation est ouverte à la discussion. Madame ? Oh, pardon. Non.
Bonjour. Karine Parent, je suis médecin. Je suis là. J'ai deux questions à poser à Monsieur Pallissard. Vous me cherchez? Je suis là. Bonjour. Voilà. Je voulais savoir ce que vous pensiez des rapports INSERM sur l'efficacité et la sécurité de l'acupuncture, où ils ont étudié les revues Cochrane qui montraient des niveaux de preuve modérés à forts pour plusieurs pathologies, dont la migraine, les céphalées de tension, les lombalgies chroniques, les essais multicentriques aussi supérieurs à 1000 patients dans des revues à comité de lecture qui ont poussé des études allemandes essentiellement, donc je voulais vous demander ce que vous pensiez de ça. Et aussi dans un autre registre, le fait que les hôpitaux universitaires de Genève, le département de radiothérapie, donnent aux patients qui sont à risque de brûlure post-radique la liste de coupeurs de feu. Merci. Oui. Alors, en fait, ces rapports INSERM, c'est nous qui les faisons. Donc, alors, l'acupuncture, comme je vous le disais, c'est un cas très particulier. Il y a plus de 1000 essais randomisés en acupuncture. Pourquoi? Parce que c'est un champ d'investissement majeur, prioritaire pour la Chine. Donc, ils mettent beaucoup d'argent. Et c'est pour une question de business. Ils veulent implanter de la médecine chinoise en Occident pour gagner de l'argent. Et donc, ils font beaucoup d'études pour évaluer la médecine chinoise et l'acupuncture en particulier. Alors, donc du coup, là, on peut parler data. Et je crois que pour l'acupuncture, c'est très simple. Si on évalue l'efficacité entre avant et après, l'acupuncture, ça marche plutôt bien. Si on compare l'acupuncture par rapport à un placebo d'acupuncture, et alors, il existe des placebos d'acupuncture, il existe des aiguilles où on peut faire des essais en double aveugle. C'est-à-dire, on enfonce l'aiguille et à la fois le patient et l'acupuncteur croient que l'aiguille est enfoncée, mais en fait, elle n'est enfoncée que de 2 ou 3 mm, ce qui, en principe, n'est pas suffisant. Donc, on a des études avec une bonne qualité méthodologique, et j'ai envie de dire, alors, plus de 90% de ces études sont négatives versus placebo. Donc, alors, il y en a qui sont positives, mais comme vous savez que par définition, 5%, sous l'hypothèse nulle, 5% des études sont significatives par hasard, vu qu'il y en a 90% qui sont pas significatives, en gros, alors, quand on interprète ça brutalement, ça veut dire que, en fait, la réalité matérielle et biologique des méridiens, a priori, ça n'existe pas. Ce qui doit exister, c'est que les méridiens, toute la conceptualisation de la médecine chinoise, ça c'est une interprétation personnelle, permet à l'acupuncteur ou au médecin chinois d'entrer en relation avec le patient d'une certaine façon, et cette façon se trouve être thérapeutique. Mais en fait, le fait de planter l'aiguille à la fin, c'est juste la ponctuation finale d'un entretien long qui a été thérapeutique. Et puis peut-être que de piquer, ça stimule quelque chose qui fait que c'est antalgique en soi-même. Mais de piquer sur les méridiens, a priori, c'est pas ça. Donc l'acupuncture, moi, encore une fois, en termes d'efficacité clinique, il y a un ancien président-directeur général de l'INSERM qui avait des acouphènes depuis 10 ans, qui ont été guéris en 2 séances d'acupuncture. Et il est venu me voir en me disant, il faut l'évaluer. Je dis, oui, pendant 10 ans, t'as pas donné d'argent pour qu'on le fasse. Et maintenant... Voilà, alors les barreurs de feu, c'est pareil, encore une fois, vous avez vu dans mon discours, je ne suis pas contre les médecines alternatives, je pense qu'ils ont quelque chose à nous apprendre, mais on doit savoir ce qu'ils font et on doit les évaluer. Oui. Alors la cryothérapie, donc c'est très intéressant parce que là pour le coup il y avait un background biologique, le froid est un antalgique et le froid est un anti-inflammatoire. Mais alors nous on a étudié la cryothérapie corps entier, donc on met quelqu'un dans une cabine, il y a la tête qui dépasse, on le met à moins 170 degrés pendant juste quelques minutes, 1 minute. Alors le problème, c'est que, il y a des effets indésirables, dont certains ont été graves.
il y aurait eu une dissection aortique, donc quand même, c'est pas rien. 2, il y a eu un essai randomisé, je me souviens plus de l'indication, moins 170 versus moins 6 degrés. Et il n'y a pas eu de différence significative. Donc là aussi, le rationnel est intéressant. L'efficacité à court terme, dans certaines études, est intéressante, mais l'efficacité à long terme est souvent très décevante. Et la comparaison par rapport à un groupe contrôle intéressant est décevant aussi. Donc c'est pour ça que la conclusion est quand même pas tellement en faveur de l'approche, ou du moins, elle nécessite d'être étudiée plus dans le détail. Excusez-moi concernant l'acupuncture, mais il y a un autre pays qui fait beaucoup de recherches, notamment l'armée américaine, qui investit des millions de dollars pour faire des études randomisées comparatives. Pensez-vous qu'ils investiraient autant d'argent s'ils ne pensaient pas avoir un retour? Et pensez-vous que ce qu'ils font actuellement, c'est qu'ils forment tous leurs médecins militaires à l'acupuncture, notamment les points d'urgence, qu'ils feraient s'ils pensaient que ça n'avait aucune efficacité? Ah, mais j'ai pas dit que ça n'a pas d'efficacité. C'est ça le truc, hein. J'ai dit entre avant et après ça va mieux qu'avant. Donc ça s'appelle de l'efficacité clinique. Le problème, c'est que quand on compare un placebo d'aiguille, il n'y a pas de différence. Il y a ces deux façons. Quand on parle d'efficacité, il y a un quiproquo sur le mot efficacité. Et je trouve que oui, l'acupuncture est efficace. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc c'est pour ça, comme les militaires sont des gens très pragmatiques, ils voient que c'est efficace, donc ils l'étudient et ils s'en servent pour traiter leurs soldats. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais en tant que scientifique, moi, j'ai besoin de savoir si ce qu'on dit à propos des méridiens, c'est plus ou moins vrai. Et j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui marche dans l'acupuncture. Mais excusez-moi, mais est-ce que, parce qu'on ne sait pas, est-ce que ça veut dire que c'est une pensée magique? Est-ce que ça veut dire que c'est basé uniquement sur le lien thérapeutique? Alors, je ne sais pas comment peut-on penser qu'une... Alors, peut-être qu'il faut définir nos médecines complémentaires. Dans médecine complémentaire, on est en France, il y a les médecines chinoises, ayurvédiques, qui sont des médecines de certains pays, et puis il y a plein d'autres choses, comme la cryothérapie, etc. Il y a plus de 400 médecines complémentaires à la Miviludes, donc il y en a beaucoup. Comment penser quand même que des médecines qui existent depuis des millénaires soient basées uniquement sur une pensée magique ou sur un lien thérapeutique? Est-ce que vous êtes allé en Chine où vous voyez les endroits où sont pratiquées la médecine chinoise, des dispensaires de pratique de médecine chinoise, où franchement le lien thérapeutique, il ne semble pas vraiment exister? Je veux dire, ils sont là tous autour d'un petit rond avec des aiguilles, etc. Ils voient même pas, je ne sais même pas s'ils voient la personne qui met les aiguilles. Ça me semble un peu, de l'autre côté, un peu simpliste, excusez-moi. Mais... Alors, d'abord, la magie, ça marche. La magie, ça marche. Même chez nous, même dans notre médecine. Même chez nous, mais bien sûr, la magie, ça marche. Après, la médecine chinoise, il n'y a pas que les aiguilles. Il y a un prix Nobel de médecine qui a été donné à l'artémisinine, qui est un produit issu de la médecine chinoise. Et donc le problème, c'est que cette médecine ancestrale, alors l'argument est souvent utilisé, si ça fait 2000 ans, 2500 ans qu'ils soignent comme ça, c'est que ça doit marcher. Ben en fait, pas complètement. C'est qu'en fait, effectivement, 2500 ans d'histoire de la médecine chinoise a permis de sélectionner des plantes qui ont effectivement une efficacité pharmacologique. Ça, d'ailleurs, c'est la preuve. Il y a un prix Nobel et on guérit le paludisme dans un certain nombre de cas avec ce produit. Mais à côté de ça, parce que ça n'est pas scientifique, il n'y a pas eu de recherche positive autour de cette médecine et elle s'est enfermée dans une pensée spirituelle, magico-religieuse. Et en plus, elle s'est fixée, c'est-à-dire le corpus de la médecine chinoise, comme le corpus de la plupart des médecines alternatives, il n'évolue pas. Pourquoi ? Parce que les traditions permettent de donner du poids à l'efficacité thérapeutique. Quand on dit, ça fait 2500 ans qu'on fait comme ça, vous allez voir, vous allez guérir. Forcément, ça marche. C'est une injonction thérapeutique. Mais ça marche à court terme.
La science, elle challenge ça et elle permet de faire des progrès thérapeutiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre médecine, elle a beau être déshumanisée, on ne parle pas aux gens, etc. Eh ben, on est fort, voilà. Et qu'à Pékin, quand on a un infarctus du myocarde, eh ben, les gens, ils posent un stent, hein, ils ne prennent pas des plantes. Donc, mais non, mais c'est juste... donc, encore une fois, nous avons à apprendre d'eux. Alors, même... Parce que la relation médecin-malade, c'est compliqué. Quand toute une communauté pense que de planter des aiguilles, ça marche, quand tout le monde vous dit « va le voir, tu vas voir, ça va aller mieux », quand la société s'organise autour de ce type de soins, eh ben le soin, il marche. Pour rebondir, excusez-moi, pour rebondir justement sur les... ici, là-haut. Sur votre gauche, pardon. Quand on parle des méridiens, est-ce que finalement les méridiens ne sont pas ce qu'on est en train de découvrir ou de redécouvrir, et quand on parle de fascia Alors, il est vrai, et là où je vous rejoins, c'est que effectivement, on ne doit pas dire que c'est de la magie parce qu'on ne comprend pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on va trouver dans 10, 20, 30, 50, 100 ans. Attendez. Ça s'appelle l'éthique de la promesse. Vous allez voir un jour, on va trouver. Vous allez voir, ça fait 2500 ans qu'ils cherchent et qui... Bon. Alors effectivement, il y a des papiers de biologie moléculaire où dans l'interstitium, on cherche la présence de méridiens que l'on n'aurait pas vus en microscopie électronique, etc. Les homéopathes disent que c'est la mécanique quantique qui va permettre d'expliquer pourquoi la dilution... Faut arrêter les conneries. Aujourd'hui, la mécanique quantique, ça sert à recaser la pensée magique qu'on ne peut pas caser ailleurs parce qu'on n'a pas le droit de reconnaître qu'on est irrationnel. Donc, on fait appel à la mécanique quantique. On fait appel à des trucs bizarres. Alors, oui, peut-être qu'un jour, quelqu'un aura un prix Nobel de médecine et il démontrera que j'étais sceptique à tort. Mais je suis prêt à parier beaucoup d'argent que ça ne marchera pas comme ça. Donc, excusez-moi, c'est vrai que vous présentez les choses comme si la vérité existait. Et pour moi, la vérité scientifique n'existe pas, elle est remise en question au fur et à mesure, à chaque étape. Et du coup, c'est parfois le terme placebo, en fait, ce serait pas plutôt un terme un peu fourre-tout où on met justement dedans tout ce qu'on comprend pas. Mais c'est pas parce qu'on ne comprend pas que c'est magique. C'est juste parce qu'on ne comprend pas. Alors, je suis à moitié d'accord avec vous. Le mot placebo est un fourre-tout, et je l'ai dit tout à l'heure. Le placebo, c'est l'efficacité extrinsèque, c'est-à-dire c'est tout ce qu'il y a à voir en dehors du contenu intrinsèque de la pilule. C'est-à-dire, c'est énorme. Donc oui, ça vous avez raison. Après, moi, quand on me parle d'énergie, quand un ostéopathe dit « je vais palper les os du crâne du nouveau-né parce que comme ça, l'énergie va circuler », moi, je vais envie de dire « elle est où l'énergie ? Qu'est-ce que c'est l'énergie ? Expliquez-moi, c'est quoi l'énergie ? » Et si les gens ne sont pas capables d'expliquer ce que c'est que l'énergie, moi je dis à ce moment-là, c'est de la magie. Ce mot-là relève de la spiritualité. Ça ne relève, c'est pas un mot qui correspond à un savoir positif. Ou ce que je dis, je peux le définir à partir de concepts qui sont simples. Et ma voisine me demande « et l'orgasme ?» Non mais, il y a... C'est pas moi. Et l'instinct maternel, enfin, et l'instinct maternel, paternel. La vérité n'existe pas. En fait. Attendez. Les sciences se sont constituées sur des continuums d'erreurs. Mais il y a une physiologie de l'orgasme. Il y a une physiologie de l'orgasme. Et je vous rappelle que l'instinct maternel n'est pas un concept qui est accepté par tout le monde, y compris par les féministes. Là, on arrête peut-être. Moi, j'aimerais revenir sur certaines études qui ont été montrées sur l'intérêt quand même de la prise en charge de la douleur avec des approches complémentaires. Il y a eu des études très intéressantes qui ont été faites. C'était avec des patients lombalgiques. Alors, ce n'était pas l'acupuncture, c'était
le qigong, peut-être, la relaxation, c'était des choses comme ça, psychocorporelles. Il y avait eu différents groupes de patients lombalgiques auxquels on avait affecté des approches complémentaires et avec l'objet de voir quelle était l'efficacité dans la lombalgie, de la relaxation, du qigong, du tai chi, etc. Et finalement, les patients se sont prêtés tous au jeu, c'était très bien construit comme étude. Finalement, ce qui ressortait, c'était que peu importait l'efficacité, mais que les patients étaient très satisfaits parce que ça leur donnait des outils qui leur permettaient de comprendre la chronicité de la pathologie douloureuse chronique, qui leur permettaient de comprendre qu'ils pouvaient s'impliquer et en avoir des bénéfices, et donc accepter cette chronicité et pouvoir prendre en main finalement leur pathologie. Donc c'est une autre façon de voir les choses, qui sont moins magiques finalement, mais assez concrètes sur l'intérêt des approches complémentaires dans la prise en charge de la douleur. C'est la première partie de ma présentation, quand je parlais de l'intérêt de l'examen clinique et de l'entretien clinique, qui permet de redonner du sens à la pathologie, et une fois que le patient a retrouvé du sens par rapport à sa pathologie, eh ben, il va mieux et sa prise en charge est plus facile. Et c'est bien ce que j'ai dit, que nous avons à apprendre de cette façon de faire de la médecine, il n'y a aucun doute.